Ils ont finalisé la SCOP. Il a dit ah non, 12 millions d'euros. Et il ne pouvait plus payer la machine. Mais on aurait pu le forcer à faire autrement. Si justement il n'était pas autorisé à licencier. Parce qu'au bout de 6 mois, il aurait discuté, ou 7 mois, ou 8 mois, ou 9 mois. Ça fait 2 ans que ça dure. 2 ans à 171 salaires, forcément il finissait par donner la rotative. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faciliter les licenciements. Il faut se battre avec les patrons pour imposer le contrôle des licenciements. Et donc, je viens de vous citer un cas, mais il peut y en avoir des dizaines et des dizaines. En ce moment, vous avez cette autre entreprise qui est sur la sellette. Vous allez forcément en entendre parler. C'est celle qui s'appelle d'Entresange. Vous connaissez tous les camions rouges qu'il y avait sur les routes. Il y en avait 8000. Ils sont en train de les rependre en blanc et de les sous-traiter, de démanteler l'entreprise. C'est un fonds de pension américain. Il a promis à Macron qu'il n'y aurait pas de licenciement pendant 18 mois. Macron a fait semblant de croire que oui. Et au bout de 6 mois, ils sont en train de licencier. Si au lieu de faciliter les licenciements de cet imbécile de loi El Khomri, nous avions le contrôle et nous pouvions ou non les refuser, alors à d'autres sens, il ne se passerait rien. Ils seraient en train de lutter et on serait en train de les appuyer. Parce que sans ça, ils vont évidemment être livrés au fonds de pension et l'entreprise fermera à terme. Donc sur le contrôle des licenciements, il ne faut pas accepter l'idée même qu'on licencie facilement. Alors je vais vous dire, la convention 158 de l'OIT, retenez ce chiffre parce que depuis 3 jours, Gattaz dit qu'il faut que la France la dénonce. La convention 158, c'est celle qui organise le droit du licenciement de 5 façons. Premièrement, il doit être écrit. Deuxièmement, il doit être motivé. Troisièmement, vous pouvez vous défendre. Quatrièmement, vous pouvez faire un recours. Cinquièmement, vous pouvez être indemnisé ou réintégré. Ces 5 droits sont en train, l'un après l'autre, depuis plus de 10 ans, mais de façon décisive, avec la loi Macron et la loi El Khomri, d'être rognés. L'écriture, c'est de moins en moins précis. Il n'est pas sûr que ça finisse écrit. Alors si vous voulez savoir pourquoi ça ne sera pas écrit, c'est parce qu'il vise à nous taftaïser, pour ceux qui comprennent l'expression un peu barbare que j'utilise. Parce qu'il s'agit de licencier comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez peut-être vu un film qui s'appelle In the Air. Sinon, voyez-le, c'est avec George Clooney. Dans ce film, George Clooney joue le rôle de patron licencieur. Il est tout le temps dans l'avion, c'est pour ça que le titre est In the Air, et quand il atterrit, il licencie. Mais le licenciement aux États-Unis dure 2 minutes. On vous convoque, on vous donne un petit carton avec vos derniers crayons, on vous met 2 gardes du corps pour sortir de l'entreprise. Vous êtes sorti de l'entreprise, il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de motif, même si vous avez 30 ans d'ancienneté, mais vous êtes dehors. C'est fini. Et c'est le modèle que réclame Gattaz aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus de motif. Bon, je vais quand même me permettre une... C'est pas une plaisanterie, mais... Vous savez, aux États-Unis, Obama dit qu'il y a 24 000 meurtres par an. C'est une société extrêmement violente. Mais ce qu'ils disent pas souvent, c'est qu'il y a 200 patrons qui se font flinguer chaque année à cause de ça. Boum, tu m'as mal licencié. Boum, tu m'as pas donné d'explication. Je le dis de temps en temps aux patrons français. Êtes-vous sûr de choisir cet autre système? Ne préférez-vous pas les prud'hommes? Parce que du droit et un code du travail, ça peut être meilleur qu'une société à la Mad Max, barbare, à l'américaine. Et donc sur cette question du droit du licenciement, il ne faut pas l'affaiblir, mais le renforcer. Alors deuxième chose, il faut motiver. Alors pour motiver, ils essaient que ça ne soit plus le cas. Ils le font pour ce qu'on appelle les ruptures conventionnelles, qui sont des ruptures de gré à gré, d'ailleurs injustes, entre le salarié et son employeur. Injuste parce que dans 2 tiers des cas, c'est l'employeur qui l'exige. Et là, il n'y a pas de motif pour rompre le contrat. Ce qui ne se défend pas, on a 6 millions de chômeurs. Il faudrait imposer un motif pour rompre le contrat. Et en plus, les gens qui ont une rupture conventionnelle, quand ils vont au Pôle emploi, on leur propose un boulot, mais c'est eux qui doivent motiver s'ils le refusent. Et ils se font rayer s'ils ne le font pas. Donc il y a une injustice là-dedans. Il faut toujours motiver. Si vous ne motivez pas le licenciement, vous êtes traités comme des chiens. Et vous n'oserez même plus défendre vos droits en amont. Vous n'irez pas réclamer vos heures supplémentaires à un patron si vous savez qu'il peut vous licencier sans motif. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer et pas faciliter le droit du licenciement. Alors ensuite, après, est-ce qu'on peut se défendre? La loi Macron et la loi Sapin avant ont déjà saboté la défense. Parce qu'il n'y a plus 3 comités d'entreprise comme il y avait du temps de Lionel Jospin en janvier 2002. Il n'y en a plus qu'un seul. Le patron, il fait son plan social tout seul. Il va le soumettre au comité d'entreprise, mais il s'en fout du résultat, parce que le vote est indicatif. Et ensuite, il va voir le direct. Et le direct, c'est plus des directeurs du travail. Ce sont des directeurs des entreprises. Ça n'existe plus en France, le directeur du travail. Et le direct, il est là pour homologuer le plan social. Et hop, vous ne pouvez plus vous battre, comme ça a été le cas du temps de, si ça vous dit quelque chose, de Bilpa, ou de Fralib, ou de PSA, ou d'ArcelorMittal.
où les salariés pouvaient se battre pendant des mois et des mois en faisant traîner pour faire des contre-propositions, pour diminuer le nombre d'emplois supprimés, pour protéger les plus faibles d'entre eux. Tout ça, c'est fini. Vous remarquerez qu'il n'y a plus beaucoup de combats durables sur la protection du licenciement. C'est parce que maintenant, ils ont raccourci les procédures, introduit des délais, comme on dit, préfixes, que même les juges ne peuvent plus déférer. Donc la défense face au licenciement, c'est le troisième point de la Convention 158, elle est affaiblie. Quatrièmement, faire des recours. C'est là qu'ils avaient installé le système du barème au prud'homme, c'est-à-dire un plafond qui protège les patrons indélicats, voyous, délinquants, de sanctions importantes. Alors, ils ont mis, c'était 15 mois de salaire. Mais si vous avez 54 ans, que vous êtes viré injustement, que vous n'avez pas les annuités pour votre retraite, et bien vous allez vivre jusqu'à 62, 63 ans dans des conditions absolument délétères si vous n'avez que 15 mois d'indemnité à ce moment-là. C'est pour ça que c'est si décisif de ne pas mettre de plafond. Parce qu'il y a des gens dont le sort va dépendre totalement de cette indemnité en cas de licenciement abusif. Et en mettre un plafond, en plus, c'est injuste. Vous vous rappelez que sous Sarkozy, il y avait des peines planchées pour les délinquants ordinaires. Il prétendait qu'il ne fallait pas que les juges soient tendres, il ne fallait pas qu'ils soient indulgents. Ils avaient mis des peines planchées. Ben là, ils mettent des peines plafond pour les délinquants patronaux, pour pas que les juges les sanctionnent trop. C'est en ça qu'il y a le cœur de l'injustice sur le système du barème. Alors Valls a fait semblant de reculer, il a dit c'est plus un barème impératif, c'est un barème indicatif. Mais il ne faut pas le croire. Parce qu'un barème impératif, il n'y avait aucune chance qu'il le passe à cause du Conseil constitutionnel qui se serait opposé. Même si le Conseil constitutionnel a changé, que c'est plus Jean-Louis Debré qui le préside, mais que c'est Laurent Fabius, le résultat a quand même été probablement le même. Alors il dit que c'est un résultat, maintenant un barème indicatif. Mais un barème indicatif, le juge, il ne peut pas faire quand même ce qu'il veut. Parce que l'avocat du patron, il dira, mais monsieur le juge, pourquoi vous avez donné 25 mois alors que le plafond est de 15 mois? Il faudra que le juge s'explique. Pourquoi c'est 25 et pas 24? Pourquoi c'est 24 et pas 23? Donc la procédure et les procédures d'appel dureront et les patrons empêcheront ainsi de payer et ils empêcheront ainsi les gens d'avoir l'argent. Donc il ne faut pas qu'il y ait de barème du tout. Et si je vous raconte une histoire, j'ai encore un petit peu de temps vu votre patience, c'est celle de la lingère de Chamonix. C'est une histoire vraie. C'est une femme à Chamonix, dans le grand hôtel de Chamonix, qui lavait le linge du matin au soir entre 15 ans et 65 ans. Elle ne savait pas lire, elle ne connaissait pas ses droits, elle ne prenait pas ses congés. Elle travaillait tout le temps pour le grand-père qui dirigeait l'hôtel de Chamonix, puis pour le père qui dirigeait l'hôtel de Chamonix, puis pour le fils. Et quand elle a eu 65 ans, le fils ingrat lui a dit dégage parce qu'elle logeait dans la chambre de bonne de l'hôtel. Et alors à ce moment-là, il y a quand même quelqu'un qui l'a pris en considération et qui a constitué son dossier avec ce qu'on appelle une prescription exceptionnelle trentenaire. Il a reconstitué sa carrière avec des témoignages. Il a montré tout ce qu'elle n'avait pas reçu, tous les congés qu'elle n'avait pas pris, toutes les indemnités qu'elle n'avait pas eues, toutes les heures supplémentaires. Et cette femme, la lingère de Chamonix, a obtenu au prud'homme 271 000 € de réparation pour sa vie d'esclavage. Mais c'est à ce moment-là que le MEDEF a dit « c'est la preuve que les prud'hommes insécurisent les employeurs ». Et c'est à partir de là qu'est née l'idée du plafond. C'est à partir de là qu'il y a eu cette histoire de barème. Alors je vous dis, c'est le quatrième point. Le cinquième point, il est déjà foutu. Parce que dans la loi Macron du 7 août 2015, il est écrit que quand vous gagnez un procès, et maintenant ce n'est plus devant la chambre sociale, c'est devant le tribunal administratif, puisque c'est une décision administrative des directs qui homologuent les plans. Et si vous gagnez devant le tribunal administratif, la loi Macron a dit que ceci n'apporte rien aux salariés concernés qui ne sont ni indemnisés ni réintégrés. Donc en vérité, ça c'est attaquable devant l'OIT, c'est attaquable devant la Constitution. Mais en attendant, c'est dans la loi depuis Macron, et avec les autres, rognures des autres droits, des 5 droits, vous allez arriver à n'avoir plus de protection face au licenciement. Et si vous n'avez plus de protection face au licenciement, vous aurez tous peur à tout moment de vous syndiquer. Vous aurez tous peur à tout moment de réclamer la justice et l'application d'un code du travail. Et là, à ce moment-là, comme vous aurez plus d'ordre public social et que la négociation ne l'emportera, vous serez écrasé. Il me reste 2 mots. Là, ils n'attaquent pas que les droits des salariés. Ils attaquent le salariat. Lisez Le Figaro, lisez Les Échos, lisez l'Opinion. Et tous les jours, il y a écrit « c'est la fin du salariat, c'est la fin du salariat ». Pourquoi? Parce que dans le titre de la loi El Khomri, il y a les actifs à la place de salariés. Et ça vise les voitures tourisme avec chauffeur, ça vise les pilotes de Ryanair qui sont auto-entrepreneurs,
les hôtesses de l'air qui sont auto-entrepreneuses. Et les hôtesses de l'air, par exemple, elles sont payées à partir du moment où les roues de l'avion quittent le sol. Avant, c'est du temps de transport et du temps d'habillage. Et donc, évidemment, quand vous les transformez en auto-entrepreneuses, vous gagnez considérablement sur le coût du travail. Donc, ils poussent les gens hors du salariat sans cotisation sociale. Moi, on m'a mis une fois avec un VTC au sortir de, je crois que c'était BFM, à 23 h. Je discute avec le gars, il avait 25 ans. Il était jeune, tout ça, allant, il me dit « Ah, mais moi, je veux gagner ma vie, je veux m'en sortir. » Je lui dis « Mais combien vous allez travailler aujourd'hui ?» Il me dit « 20 heures. » Je lui dis « Mais combien vous travaillez dans la semaine ?» Il me dit « 110, 120 heures. » Et il ajoute « Ma mère m'a cousu des couvertures pour que je puisse dormir dans la voiture. » Je lui dis « Mais vous vous en sortez ?» Il me dit « Oh, j'ai un petit ulcère, mais je suis en bonne forme. » Je lui dis « Mais votre vie ?» Il me dit « Ma copine m'a quitté. » Je lui dis « Mais vous payez les cotisations sociales ?» Il me dit « Non, je ne peux pas, parce que j'ai eu un accident de voiture il y a 3 semaines. Donc j'ai dû réparer. La tôle, je ne pouvais pas rouler avec une voiture abîmée. Ça m'a coûté 1 600 €. Alors je rembourse. » Je lui dis « Mais vous avez demandé à Uber ?» Il m'a dit « Oui, j'ai demandé. » Mais Uber, il m'a dit que c'était mon problème, la voiture. Parce que le rapport qu'il a avec Uber n'est pas un problème de salariat. C'est un problème de pourcentage sur la course que lui donne Uber. C'est une relation commerciale. Ça n'est pas une relation de travail. Et donc il paye 25% de la course. Et donc il ne peut plus, quand il a 1 600 € à rembourser pour la voiture, il ne peut plus se payer de protection, maladie, retraite, rien du tout. Donc il est réduit dans une situation de pré-salarié, ceux qui n'ont rien comme salaire brut. Et alors vous n'avez pas que Uber et les VTC. L'autre jour on m'a mis dans une émission de télé avec une fille qui s'appelle, vous la voyez peut-être assez dans l'air, ou elle s'appelle Ghislaine Oppenheimer, elle dirige le journal Challenge. Et en face de moi elle me dit, vous vous rendez compte monsieur Philosophe, vous vous rendez compte, les jardiniers du Sénat sont encore fonctionnaires. Il m'a fallu 1 minute dans l'émission pour me brancher. Mais j'ai compris ce qu'elle était en train de me dire. C'est qu'elle était comme Macron contre tout statut. Contre le statut du code et contre le statut de la fonction publique. Et elle voulait que le jardinier du Sénat, il soit horticulteur, auto-entrepreneur. Qu'on l'appelle pour couper les feuilles au printemps et pour ramasser les feuilles à l'automne et qu'entre-temps, il se démerde. Et donc c'est là, en fait, la case du statut. Attali a dit que seuls à l'avenir, l'élite serait salariée. Et que tous les autres seraient des gens qui seraient traités comme des auto-entrepreneurs. Avec non plus le temps de travail payé, mais la tâche, la mission. C'est exactement ce qu'était le salariat à ses débuts. Quand on parlait des journaliers, quand on parlait des tâcherons, quand on parlait des loueurs de bras. Les VTC correspondent à ça. Mais ça sera valable pour les femmes de chambre, et ça sera valable pour les profs le soir à l'école, pour les informaticiens, ce sera valable pour les jardiniers. Ce sera dans un hôpital, vous avez 271 métiers dans un hôpital. Et bien la plupart des choses peuvent être externalisées et au lieu d'être des salariés de l'hôpital et de compter dans les effectifs, ils seront traités de cette façon-là. Et c'est en ça que c'est une attaque pas seulement contre les salariés, mais c'est une attaque contre le salariat. Le tout dernier point que vous ne devez pas croire dans la loi El Khomri, c'est quand il vous parle du compte personnel d'activité. Vous avez peut-être entendu cette histoire terrible. Alors pour faire le compte personnel d'activité, je ne sais pas, c'est une carte vitale. Ah non, ils ne l'appellent plus comme ça. C'est la carte ad vitam. Vous allez chacun avoir une carte. Et là-dessus, il y aura marqué des comptes. Vous ne comprenez pas jusque-là. D'ailleurs, moi non plus, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Alors les comptes, ils ont mis une liste de 18 comptes. Puis finalement, ils ont dit 4 comptes. Puis finalement, le 14 mars dernier, Valls, dans l'indifférence générale des journalistes, a enlevé un des comptes. Il a dit on enlève le compte épargne-temps de la carte personnelle d'activité. Personne ne s'est interrogé dans les médias pour dire de quoi il s'agissait. Je peux vous le dire en 2 mots. Parce que la carte personnelle d'activité, à quoi elle sert? Ils vous disent ça sera pour vous, ça ne sera pas pour l'administration. La carte vitale, c'est pour l'administration. Vous, ça sera la carte personnelle. Et dedans, vous aurez ces 3 comptes. Alors à quoi elle sert? Ils ont mis une clause dans le code du travail, j'y suis pour quelque chose à l'époque, pour que le patron n'ait pas le droit de vous la demander. Ben alors pourquoi? Le patron pourrait donc vous la demander. Imaginez l'entretien d'embauche. Le patron veut vous embaucher. Il vous demande votre carte personnelle d'activité. Vous dites non, vous n'avez pas le droit de me la demander. Vous n'êtes pas embauché. Bon. Après, vous dites oui, je vais t'embaucher. Donc vous lui donnez la carte personnelle d'activité. Il va voir dedans que vous avez un compte épargne-temps, disons, de 25 jours ou de 30 jours. Il ne va pas vous embaucher non plus. Parce qu'il va dire, c'est pas dans mon entreprise de payer les jours que vous avez obtenus dans l'entreprise précédente. Donc c'est pour ça qu'il a retiré le compte épargne-temps, Valls. C'est parce que ça ne marchait pas d'un patron à l'autre et que même le MEDEF lui a dit. Mais alors qu'est-ce qui reste comme compte? Le compte pénibilité,
le compte formation et le compte jour de chômage. Mais qu'est-ce que c'est que ces trois comptes? Le compte pénibilité, c'est quoi? C'est que si vous êtes un peu malade, vous avez un début de cancer dans la rotule droite, ça va être marqué sur votre carte. Mais alors qui va la contrôler encore? Vous le savez vous-même, vous n'avez pas besoin d'une carte personnelle d'activité. Alors ça va être pour le patron. Et il va regarder aussi, s'il vous embauche et qu'il voit que vous êtes malade, vous pourrez toujours courir pour être embauché. Et ensuite, il va dire, il y a le compte formation. Là, c'est une escroquerie. Parce qu'avant, il y avait un droit individuel à la formation. Il était de 120 heures sur 6 ans. Maintenant, c'est un compte personnel de formation. Il est de 150 heures sur 43 ans. Et alors, ils ont fait semblant de dire, on va en donner plus pour les jeunes. Vous vous souvenez? C'était le 14 mars. Et pour les jeunes, ils ont dit, les jeunes qui n'ont pas de formation, de diplôme du tout, ils pourront faire 400 heures. Là aussi, personne ne commande. Mais des jeunes qui n'ont pas de BEP, qui n'ont pas de COP, c'est qu'ils ont déjà décroché en tout. Il faut refaire la formation initiale. C'est pas 250 heures de plus qu'il faut, c'est 1000 heures de plus. Tout le monde sait que c'est ridicule. Ou alors sinon, ils s'en serviront pas. C'est ce qu'ils escomptent. Ils trompent tout le monde dans la télé en disant que vous avez 400 heures au lieu de 150 et c'est du pipeau. Mais même si vous aviez 400 heures, allez sur votre carte personnelle d'activité. Vous allez encore voir votre patron nouveau pour vous faire embaucher. Vous lui dites j'ai 400 heures. Le gars, il vous prend pas non plus. Il dit c'est pas moi qui vais payer les 400 heures et je ne suis pas en train de vous embaucher pour que vous ayez vous former. Donc à quoi elle sert cette carte? Je vais bien arriver à la fin de mon propos. Elle sert à vous fliquer. Parce qu'en vérité, c'est une directive européenne pour les travailleurs détachés, pour que par-dessus la frontière, ils puissent être identifiés. Mais si les salariés détachés européens ont une carte de ce type, qui va la contrôler? Encore une fois, ça ne sera pas l'inspecteur du travail. Nous sommes moins de 1800 pour 1 200 000 entreprises et 18 millions de salariés. Ça ne va pas être les flics. Donc ce sera le patron. Donc le patron, il pourra à tout moment savoir quel est le parcours du salarié qu'il a dans ce bâtiment. Vous savez comment ça s'appelait au 19e siècle? Ça s'appelait le livret ouvrier. C'est ce que les ouvriers du 19e siècle ont combattu pour supprimer. C'était écrit sur du papier, vous pouvez chercher ça sur Internet. C'est Napoléon III qui l'a supprimé en 1856. Mais là, on va vous le remettre avec une carte à puce, dans laquelle vous serez fiché et vous serez obligé de vous présenter à chaque patron avec cette carte dite personnelle d'activité. Ce n'est pas un atout, ce n'est pas une compensation au reste de la loi, c'est une menace. Et donc c'est encore une chose de plus à refuser dans la loi El Khomri. Et je termine mon propos. S'il y a parfois quelqu'un d'entre vous qui a des doutes, parce qu'à la télé ils disent « Ah, on a avancé », parce que Gattaz est en train de dire oh, « Je ne la reconnais plus, la loi ». Mais Gattaz est un comediante, tragédiante. Il sait que le meilleur service qu'il peut rendre à la loi, c'est de dire qu'il n'est plus d'accord avec elle, parce qu'il l'aide à passer, parce qu'il aide à faire la confusion dans les esprits, et que les gens croient donc qu'elle a été améliorée sur le plan parlementaire. Elle n'a pas été améliorée. Il n'y a rien de changé fondamentalement dans cette loi réactionnaire. Ils ont même introduit des éléments plus réactionnaires par amendement. C'est pour ça qu'il faut la refuser dans sa totalité. À cause de l'article 1, comme je dis au tout début de mon propos, mais à cause de tout ce qu'il y a après. Et que c'est notre combat principal. Vous savez, si nous sommes sur cette place, moi je suis allé à Manosque debout la nuit, je suis allé à Marseille debout la nuit, je suis allé à Nantes, je suis allé à Clermont-Ferrand. Mais tous les gens se battent pourquoi? À cause de cette loi. Il n'y aurait jamais eu toutes les réunions que nous avons sans cette loi. Il faut enfoncer le clou contre cette loi. J'avais des copains américains qui disaient, quand tu te bats, frappe sur for one single issue. For one single issue. Tu tapes sur un seul clou. Tu vas jusqu'au bout. Et c'est pour ça que le bon mot d'ordre, il est contre la loi El Khomri et son monde. Le monde, on le changera après, mais si on gagne contre la loi El Khomri. Et pour ça, il faut informer, il faut alerter, il faut combattre, il faut être acharné, il faut avoir conscience de ce qu'il faut, il faut expliquer ce que c'est le code du travail. C'est un moment d'éducation populaire. Il faut avoir la hargne pour le faire, parce que ça le mérite. Moi, je suis très modéré comme garçon, mais je suis pour une grève générale avec occupation d'entre nous.